Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième du Ciné Joker, enfin de retour après une longue absence. Aujourd'hui, nous allons aborder une question de cinéma qui m'intéresse depuis toujours, une question que j'aurai l'occasion d'aborder plus en profondeur et sous différentes formes dans d'autres vidéos, la question de la représentation de la réalité. C'est dans cette perspective que nous allons analyser le film d'anticipation Les Fils de l'Homme, sorti en 2006, que j'ai jugé pertinent de décrypter de cette façon à la lumière des thèmes qui y sont abordés, ainsi que de la mise en scène très marquante employée dans ce film, tout en évoquant par la même occasion le rôle et le but des œuvres d'anticipation. Commençons donc par une présentation du film. Les Fils de l'Homme, réalisé par Alfonso Cuarón, très célèbre réalisateur maniériste connu pour sa maestria technique particulière et un sens aigu du spectacle, à qui on doit notamment Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ou encore Gravity, pour ne citer que ses œuvres les plus connues, est une dystopie dépeignant les événements d'un futur proche près de l'apocalypse. L'action se déroule en 2027, dans un monde violent et chaotique où toutes les ressources naturelles ont été exploitées. Un monde où les femmes sont devenues stériles et où l'humanité tout entière perd espoir en la vie. La Grande-Bretagne est le seul pays à avoir évité cette descente en enfer en se dotant d'un régime totalitaire. Devenue la seule terre viable, elle attire à elle des milliers de réfugiés capturés dès leur arrivée, parqués dans de vastes camps de regroupement et impitoyablement jetés à la mer. Le film s'ouvre par l'annonce de la mort de l'être le plus jeune sur Terre. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans que l'on appelait Bébé Diego. Alors que tout le monde pleure la disparition du jeune garçon, Théo Faron, un ancien activiste devenu employé de bureau, semble demeurer insensible à cette funèbre nouvelle. Ayant perdu espoir en la vie, son seul plaisir demeure de rendre visite à son vieil ami Jasper et d'évoquer avec lui leur glorieux combat. C'est alors que Théo est enlevé sur l'ordre de son ancienne compagne, Juliane, chef d'une cellule clandestine appelée les Poissons qui se bat pour le droit des réfugiés. Juliane demande à Théo d'obtenir des papiers pour une jeune femme de l'organisation, qui et de veiller à ce qu'elle quitte le territoire en sécurité avec un petit groupe de camarades. Théo accepte, en souvenir de leur amour et d'un cachet. Au cours de ce périlleux voyage en direction des côtes, Théo découvre la vraie raison de cette mission, qui n'a rien d'une réfugiée ordinaire. Enceinte de 8 mois, elle incarne le dernier espoir du genre humain, le miracle que chacun guettait depuis 20 ans. Et, dans chaque camp, des hommes sont prêts à tout pour s'emparer d'elle et s'approprier son futur enfant. Le film relate par la suite le périple exaltant de qui est Théo, un périple aux enjeux colossaux pour l'humanité. Il s'agit donc d'une sorte de road movie où les passages et solutions à chercher pour les protagonistes se situent plus sur la route qui les mène à leur objectif plutôt que dans l'aboutissement lui-même de leur quête. Le film relate donc l'histoire d'un parcours initiatique sur le chemin de la conscience, denrée que le monde semble avoir perdu. Pour Théo, personnage central du film, il s'agit d'une route symbolique du désespoir vers l'espoir. Le titre du film est d'ailleurs directement lié à une image biblique. Il apparaît comme l'allégorie du psaume chrétien 90 de la Bible du roi Jacques, dont le 3e verset est « Tu réduis les mortels en poussière » et tu dis « Retournez, fils de l'homme ». La symbolique chrétienne est par ailleurs omniprésente dans le film. Par exemple, les terroristes britanniques se nomment les Poissons, qui sont un symbole majeur du christianisme. Le prénom du héros, Théo, signifie par ailleurs « Dieu ». Le fait que Ki soit enceinte et révélée à Théo dans une étable est une allusion directe à la scène de la nativité. À un moment donné, Ki dit sous la forme d'une plaisanterie qu'elle est enceinte, mais vierge, référence directe à la conception virginale de Jésus. À cela s'ajoute le fait que, quand les autres personnages voient Ki et son bébé, ils prononcent le nom de Jésus-Christ ou font le signe de croix. Le thème de l'infertilité apparaît alors comme la métaphore de la perte d'espoir des hommes, et le bébé de Ki comme un symbole de renouveau et de rédemption. Et c'est donc dans ce cadre que je vais pouvoir poser mes premières pistes de réflexion. Le film se passe dans un futur proche et met en avant de façon explicite la question de la religion, un peu à la manière d'un Blade Runner. On est donc, comme dans le cas du très célèbre film d'anticipation Blade Runner, dans le cadre de ce qu'on appelle le rétrofuturisme. Caractérisé par un mélange de l'imagerie rétro avec des styles technologiques futuristes, le film explore les thèmes de la tension entre passé et futur et les effets aliénants de l'autonomisation et de la technologie. Ce que prône le film en lui-même, c'est qu'à notre ère, à l'ère des jeux vidéo, des réseaux, des labyrinthes, des codes secrets, la Bible, la Genèse, la mythologie et la culture archaïque ont plus à nous apprendre que notre culture littéraire. C'est cette idée qui est au centre de l'œuvre de Ridley Scott, et cela rejoint la remarque de Kubrick que la littérature de fantasy nous parle plus que le romanesque. Et c'est ce que Cuarón a voulu faire, nous interpeller sur notre monde en revenant à sa perception la plus archaïque, entre guillemets, la religion. À ceci près qu'Alfonso Cuarón a choisi de positionner le film comme un anti-Blade Runner, entre guillemets.
Et c'est cela qui est intéressant. Il veut nous montrer la réalité de notre monde sans passer par la création d'un monde purement fantastique. Les instructions qu'il a données à son équipe artistique ont donc été claires. L'imagerie de son film doit nous rappeler directement le nôtre. C'est ce que l'on va remarquer directement dans la confection des voitures ou même la forme des immeubles qui vont nous rappeler ceux de notre époque dans ce qu'ils ont de plus dérangeant. Comme l'a indiqué Cuarón, ce qui l'intéressait dans ce film, ce n'était pas se laisser distraire par le futur, mais plutôt de transporter le public dans une autre réalité. J'ajouterais personnellement, dans une autre réalité de notre monde. Même si l'emballage est différent, le noyau reste le même, il s'agit bien de notre monde. D'où l'ingénieuse mise en scène de Cuarón, empreinte de réalisme. À l'ensemble des couleurs désaturées, rendant une réelle impression de réalisme, s'ajoute donc l'élément central de la mise en scène de Cuarón, l'art du plan séquence. Car ce qui est frappant dans ce film, c'est son côté documentaire quasi revendiqué. Comme ce que j'avais dit dans la vidéo sur la mise en scène de Martin Scorsese, le plan séquence est beaucoup développé dans les films de la nouvelle vague et du nouvel Hollywood pour faire opposition aux images fixes de propagande qui avaient marqué le cinéma d'avant. En clair, le but du plan séquence est de montrer la réalité sans mentir. Un film employant la technique du plan séquence a pour but d'être réaliste. C'est ce qui fait donc bien des Fils de l'Homme un anti-Blade Runner, film formaliste qui se veut lui être un pur objet filmique et cinématographique, communiquant ses idées par des allégories. En plus de sa mise en scène, Cuarón veut nous démontrer qu'il s'agit bien de notre monde en établissant des parallèles avec des événements historiques que nous avons vécus. Le tableau de Guernica dans l'Arche des Arts, bâtiment où sont entreposées des œuvres rescapées du chaos qui s'est emparé de la Terre, Myriam, grande amie de Key, la jeune femme enceinte, encapuchonnée comme le prisonnier de Guantanamo, ou encore la procession des hommes au bandeau vert, rappelant certains groupes terroristes, en témoignent. Une question se pose donc, pourquoi Cuarón décide-t-il de faire un reportage réaliste sur une représentation et donc une fiction? Qu'est-ce que Cuarón est en train de nous montrer? Est-il en train de nous montrer notre monde ou une représentation de notre monde? Le monde est l'ensemble, la totalité de ce qui existe. Le monde est unique et unitaire. Le présent existe réellement. Le passé et le futur n'existent donc, par conséquent, présentement, qu'en représentation. Et qu'est-ce que c'est qu'une représentation? Bombardé d'images et de messages, quelle que soit l'heure de la journée et l'endroit du monde où il se trouve, l'homme occidental se trouve moins en contact avec la réalité qu'avec une représentation aspirant à la remplacer. À titre d'exemple, que ce soit fait délibérément ou pas, les espaces publics, dans le sens large du terme, c'est-à-dire des rues de la ville aux programmes radio, des pages de journaux aux émissions de télé, seraient dévolus à une communication plus ou moins mercantile du monde qui le masque sous couvert de le représenter. C'est ce qui nous intéresse ici, surtout dans le cadre du médium cinéma, l'idée que via un écran, on puisse avoir pour but de vouloir montrer la réalité ou simplement l'une de ses représentations. Et c'est précisément l'idée très subtile de Cuarón, imposer une vision de notre monde présent en nous faisant croire qu'il est en train de nous en montrer une représentation. C'est ce qui m'a particulièrement marqué dans ce film, cette volonté de ne pas vouloir faire de représentation de notre monde et de nous plonger de façon immersive en nous montrant et en nous faisant ressentir de façon efficace en impliquant notre corps dans l'action, une réalité qui visiblement nous passe sous les yeux. J'ai personnellement rarement vu ça dans un film futuriste. Et c'est en cela que le film se rattache à l'essence de ce qu'est un film d'anticipation. Une œuvre qui, à mon sens, nous montre la réalité de notre monde, même lorsqu'elle se cache derrière un univers fantastique. En cela, ce genre d'œuvre se rattache plus ou moins à la satire, qui, elle, nous interpelle de façon cynique et humoristique sur l'absurdité du fonctionnement de notre monde, en n'hésitant pas à modifier la réalité, qu'elle se situe dans le présent ou dans un futur proche. Cuarón formalise donc avec brio, par son style, le but originel du film d'anticipation. Faire un documentaire réaliste sur notre monde, en laissant parler les images naturelles prises sur le vif, en laissant le public simple spectateur impuissant d'un macabre lui rappelant sa propre condition actuelle, celle d'un spectateur d'un monde qu'il ne maîtrise pas et qui ne peut qu'observer. En conclusion, on pourrait affirmer, Blade Runner nous disait « Attention, si vous continuez comme ça, on se dirige vers le chaos ». Les Fils de l'Homme nous dit « C'est déjà le chaos, car je vous montre votre monde tel qu'il est, dans le chaos ». Peut-être vois-je les choses ainsi parce que je suis pessimiste, car comme l'a indiqué Cuarón, la fin de ce film, que je ne divulguerai pas, pourrait être interprétée de différentes façons. Certains y verront une immense source d'espoir et d'autres quelque chose de complètement désespéré. Cette dystopie se voudra donc beaucoup plus être une vision réaliste du présent plutôt qu'une vision pessimiste du futur, comme ce qui a d'ailleurs été explicitement revendiqué par l'acteur principal du film, Clive Owen, lors d'une interview. On s'en fiche donc de savoir si le film est pessimiste ou non, ou si la fin est optimiste ou pas. Les faits parlent d'eux-mêmes, de façon réaliste. Affirmer que ce film est nihiliste est donc dans tous les cas discutable.
J'y ai plutôt vu personnellement une ode à l'espoir, à l'humanité. Malgré la violence des images, un monde où un cri d'enfant redevient ce qu'il y a de plus agréable à entendre pour un être humain, habitué aux coups de feu et aux cris d'animaux. Un monde qui nous rappelle notre nature dans tous ses aspects. À propos de Blade Runner, le célèbre réalisateur italien Antonioni, à qui Ridley Scott rendait explicitement hommage dans ce film, a déclaré « Dans ce film, la Terre est en train de se détruire. Tout est dans un état terrible. Il y a des images formidables, des inventions très belles, tout un côté technique extraordinaire, c'est un monde plein de lumière et de rumeurs, très moderne. Et à la fin, il y a un homme qui demande à sa femme « Tu m'aimes ?» Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? On pourrait ajouter que dans Les Fils de l'Homme, dans un monde où la vie n'est plus possible, un personnage dit à un autre « Théo avait foi en l'idée de changer le monde. Mais par hasard, son fils mourut d'une grippe. Depuis, la foi de Théo s'est changée en hasard. Et cela, qu'est-ce que ça veut dire ? À vous de voir.